site ou le document de présentation? On pourra vous diffuser la présentation en sachant que la présentation est essentiellement orientée autour de la présentation du repère et on vous a invité, si vous souhaitez recevoir le repère par courrier, enfin en version papier, vous avez pu l'indiquer sur le Oui, mais c'était pour l'avoir de manière informatisée, bien sûr. Parce que eh moi ben, qui travaille pour formatisé, une on vous l'envoie dans collectivité. la foulée avec Ah la... bah parfait. Oui. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Du coup, je vous propose qu'on commence d'abord par, par vous dire bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Maëlle Copet, je suis présidente du RTES. Je suis également élue à Nantes et à Nantes Métropole sur les questions d'économie sociale et solidaire. Et donc, je vais pouvoir introduire ce moment de discussion, de présentation, comme vous le savez, sur le repère que nous allons donc publier, que nous pourrons vous diffuser, que nous pouvons déjà vous diffuser. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à nous signaler si vous le souhaitez. Le RTES, ça fait 20 ans en fait, c'est un réseau de 200 collectivités locales en France et qui, fort de ces 20 ans, peut dire aujourd'hui qu'on a une certaine expertise, en tout cas une expérience, qui nous permet d'avoir une prise de recul ou en tout cas un partage d'expérience sur des sujets autour de l'économie sociale et solidaire, du lien avec les collectivités locales que nous représentons et en s'appuyant en tout cas sur en fait, tout ce travail qui a été réalisé sur le territoire, sur les territoires, par les territoires, en co-construction avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je redis ça parce que le visuel que vous avez sous les yeux, là, accès au foncier, les acteurs de l'ESS, en fait, on en a déjà publié un en 2019. Peut-être que certains et certaines l'ont déjà reçu, l'ont déjà parcouru. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est bien sûr j'allais dire une nouvelle édition, une édition, comment dire, complétée, en tout cas mise à jour au regard de 2025 et tout ce chemin parcouru entre 2019 et 2025. C'est important parce qu'on sait, et vous le savez, si vous êtes là, c'est que la question du foncier, c'est un levier hyper important, voire incontournable, impératif pour les politiques publiques de l'économie sociale et solidaire. C'est essentiel pour l'installation de l'économie sociale et solidaire, on va dire, dans le paysage de nos territoires, mais c'est aussi tout à fait essentiel et même un point de cristallisation pour le développement de nos projets. J'allais dire de fait, mais c'est peut-être des portes ouvertes que j'enfonce, mais en tout cas, le sujet, il est bien là. Il est de dire qu'à partir du moment où on commence à avoir des difficultés de trouver du bâti, du foncier, eh ben, on ne peut pas développer son activité, on ne peut pas créer d'emplois et on a besoin aujourd'hui, et on le sait, de trouver des lieux stratégiques, en tous les cas, qui permettent la mise en place de services en proximité des habitants et des habitants, qui facilitent aussi la participation citoyenne. Et donc, en gros, c'est un peu tous ces sujets-là auxquels vous et moi, nous, sommes confrontés au quotidien avec les acteurs de l'ESS sur nos territoires. Donc, en gros, on a une présentation un peu rapide qu'on va vous faire ce midi parce qu'on a 1 heure ensemble. En gros, ce repère, il va nous permettre d'aborder les choses qui ont changé entre 2019 et 2025. Par exemple, sur l'urbanisme temporaire, on le sait, hein, ou transitoire, c'est désormais, j'allais dire, pleinement intégré dans les projets urbains notamment, avec, on le sait, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont une place importante dans de ces sujets j'allais dire, ces opportunités à court terme. On sait aussi que les collectivités, elles ont un rôle à jouer sur la valorisation de leur propre patrimoine par l'économie sociale et solidaire. Là, on sait aussi que sur cette période-là, on a eu notamment
quand on a un changement, enfin là je repense, c'est marrant, je pense à des projets nantais, mais et vous le verrez, en fait, le repère, il est alimenté par des projets concrets d'autres territoires que Nantes, hein, je vous rassure, qui vont permettre d'avoir aussi une diversité d'illustration de ce qui se passe. Mais par exemple, sur nos patrimoines, on sait que des fois, on a des changements de, comme on dit, d'affectation. Et puis, on sait aussi que du côté des acteurs de l'ESS, c'est des super opportunités pour trouver des fois des modèles et des équilibres économiques, on va dire, sur des objets un peu multifonctions qui ne sont pas toujours simples à monter, a priori comme ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a fortement été inscrit, c'est comment on passe d'une vision d'opportunité à court terme à des stratégies structurées sur le long terme, dans lequel l'économie sociale et solidaire va pouvoir s'inscrire dans le paysage de nos territoires. Et c'est là où, en fait, on a aussi des territoires qui ont beaucoup travaillé sur des stratégies foncières territoriales et qui sont tout à fait passionnantes. Bref, j'en dis pas plus. J'avais dit que je serais courte. Et voilà, comme d'habitude, voilà. Peut-être vous dire que nous, on est, enfin voilà, ce repère, il est alimenté par des gens qui ont fait la preuve sur leur territoire d'un certain nombre d'expériences. On sent aussi qu'il y a une forme de professionnalisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont aussi intégré ces enjeux-là et qu'on a aussi maintenant aussi, on rentre dans des sujets un peu plus juridiques et des montages juridiques qui vont vous permettre probablement en fait, d'activer des outils qui vont structurer les choses sur vos territoires. Voilà, en tous les cas, l'état d'esprit dans lequel on a travaillé, on a investi ce repère, accès au foncier des acteurs de l'économie sociale et solidaire. En gros, c'est nourri d'expériences de territoire et d'outils que vous pourrez activer aussi chez vous en fonction de vos réalités locales, évidemment. Peut-être que je vous passe la main, Benjamin et Anne-Laure. Peut-être à toi, Benjamin. Merci. Merci Maëlle pour cette présentation. Alors effectivement, tu as rappelé les différentes clés d'entrée du guide, donc autour de l'urbanisme transitoire, de la valorisation du patrimoine des collectivités et puis les stratégies territoriales d'accès au foncier. On a pour cette nouvelle édition particulièrement complété la partie sur les modalités pratiques et les outils de financement grâce notamment à l'expertise de Benjamin, qui est donc en charge de l'appui conseil juridique auprès des collectivités et qui nous a permis d'approfondir notamment la question des baux, la question de la propriété des bâtiments, propriété publique, propriété privée au sein de la collectivité locale. Voilà, donc c'est les différentes clés d'entrée et peut-être un point important, c'est que pour ce repère, on l'a vraiment alimenté aussi avec un certain nombre d'initiatives qui sont présentées, donc sous le format habituel des repères du RTES, donc c'est-à-dire des fiches recto verso, donc des fiches assez synthétiques, mais qui présentent une initiative qui nous semble particulièrement intéressante dans ses liens avec la collectivité ou une politique de la collectivité locale. Et donc pour chacune des thématiques, on a illustré par une vingtaine d'initiatives. Ces repères, on les pense aussi au RTES avec une dimension évolutive. Donc, on est tout à fait intéressé par les enrichir par d'autres initiatives, expériences qu'on n'aurait pas, qui ne seraient pas dans le repère parce que forcément on a dû faire un choix. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir présenter d'autres initiatives sur le site du RTES en lien avec ce repère. Peut-être un autre point sur le guide, sur ce repère, c'est qu'on a voulu mettre l'accent à la fois sur la façon dont une collectivité peut accompagner, aider les acteurs de l'ESS de son territoire, mais aussi, et c'était un point qui était important pour nous, c'est comment
Elle peut aussi s'appuyer sur des acteurs de l'ESS pour sa stratégie urbaine. Quelles sont les ressources au sein des acteurs de l'ESS pour sa politique urbaine. Donc, comme le premier point, on va y passer vite parce que l'urbanisme transitoire, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est vraiment rentré dans les mœurs, avec quelques points de vigilance qu'on présente dans le repère, et puis un certain nombre d'initiatives, d'expériences qui sont également présentées, que ce soit des outils comme Plateau Urbain, qui est une structure qui, depuis le premier repère, a beaucoup développé ses activités et accompagne des collectivités autour de ces enjeux d'urbanisme transitoire. On a également illustré par une politique d'une collectivité l'appel à manifestation d'intérêt Tempo d'Est Ensemble. Illustré également par une initiative à Rennes, le timbre de Maurepas, dans un quartier politique de la ville qui est donc de l'urbanisme transitoire, avec une sortie intéressante sur ce qui est devenu aujourd'hui le timbre de Maurepas, et puis un regard européen également avec le projet Refil, qui est un programme européen qui a rassemblé plusieurs collectivités autour de ces enjeux d'urbanisme transitoire. Voilà, donc autour de l'urbanisme transitoire, un chapitre avec ces quatre illustrations. Si vous avez éventuellement des questions ou des remarques ou autres au fur et à mesure, n'hésitez pas. Voilà, donc on va passer assez vite. La deuxième chapitre, c'est donc la valorisation par l'ESS du patrimoine, en mettant en évidence à la fois les enjeux pour les collectivités, qui sont un propriétaire important, puisque les collectivités détiennent donc 15 à 20% du patrimoine immobilier en France, et qui peuvent avoir des bâtiments qui ont perdu leur affectation initiale. Donc on a plusieurs illustrations d'une ancienne piscine, par exemple, d'un ancien bureau de poste, d'une ancienne mairie même, qui ont été reconvertis, qui sont aujourd'hui animés par des structures de l'économie sociale et solidaire, avec un certain nombre d'attentes des collectivités vis-à-vis des acteurs de l'ESS. Parmi les attentes qu'on a pu repérer, il y a notamment la question du lien avec les habitants. Et là, c'est vraiment une attente importante par rapport à un acteur de l'ESS. C'est comment, au travers de l'activité qui peut être déployée dans ce bâtiment, qu'elle travaille sur le lien avec les habitants. La question, bien sûr, de la création d'emplois, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Et puis, la question également de la préservation du patrimoine industriel et culturel, avec quelques exemples, dont l'illustration qui illustre la couverture du RTES, qui est le château de Nanterre, qui est une ancienne usine de Natalis, qui était reconvertie aujourd'hui en haut lieu de l'économie sociale et solidaire. Et puis, donc, on a également... alors, qu'a-t-elle effectivement sur chaque diapo, il y a un rectangle foncé qu'on ne s'explique pas, parce que moi je l'ai aussi et ça n'apparaît pas du tout sur l'écran de Benjamin, qui est juste à côté, et ça n'apparaît pas. Donc c'est un mystère. Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà eu cette... Évidemment, des carrés en bas à gauche. Des carrés gris foncé en bas à gauche aussi. Mais voilà, Ouais. juste. Bah oui. Et ça, on sait d'où il vient, Oui. parce que il y en a, on sait, c'est annoté, ça dit que la parole est à Anne-Laure, par exemple, et puis ce carré-là, on ne sait pas. Parce qu'il n'apparaît pas sur l'écran. Bon, vous recevrez le diaporama, et puis de toute façon, le repère est en ligne. Et donc là, ce qui est masqué, c'est les exemples de fiches. Autour, donc, dans ce chapitre sur la valorisation, donc on a comme illustré via donc, la mijoteuse à Colomiers, donc, qui est une ancienne mairie, si je ne dis pas de bêtises, la Coursive Boutarique en Bourgogne-Franche-Comté. D'abord à Dijon et puis à Besançon aujourd'hui, la friche de la Belle de Mai et le château de Nanterre. On a essayé de mettre en évidence quelques enseignements autour de ces projets, et notamment un des points importants qu'on veut souligner, c'est
la capacité de l'ESS par rapport à d'autres modèles économiques à avoir des modèles qui soient équilibrés par une hybridation des ressources. Donc une hybridation des ressources par des activités en partie marchandes, par de la mobilisation du bénévolat, de dons et par des ressources publiques. Et on en a une illustration dans les différentes initiatives qui sont présentées. Également, un point qui est important, mais voilà, qu'on avait souligné au premier repère, mais qui aujourd'hui, je pense, est de plus en plus reconnu, c'est l'importance d'avoir des espaces multifonctionnels. Et donc, très souvent, on a des espaces de bureaux permanents, des espaces qui peuvent être davantage de coworking, de restauration, voilà, donc en tout cas des espaces multifonctionnels. Et puis, des espaces dont l'usage dans le temps est souple et il peut y avoir une réaffectation des usages des locaux. Importance aussi de ces initiatives pour permettre de sensibiliser les différents services de la collectivité à ce que permet l'économie sociale et solidaire, à la réalité de l'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, un point qui est important, et notamment sur ces dernières années, c'est le fait que des acteurs de l'économie sociale et solidaire, les acteurs globalement, se sont fortement professionnalisés sur ce sujet et qu'un certain nombre d'entre eux ont créé des outils adaptés, que ce soit sur l'achat, la gestion, l'animation de ces locaux, comme on le verra dans la partie sur les modalités et les outils pratiques. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet où on a constaté en 6 ans à la fois une appropriation par les collectivités, mais aussi du côté des acteurs de l'ESS, un investissement sur ce sujet. Le troisième chapitre est consacré donc à la mise en place de stratégies territoriales d'accès au foncier, avec donc notamment à la fois une condition et un objectif de pouvoir instaurer des dialogues dans la durée autour de la question de l'accès au foncier. Et pas au coup par coup sur des opérations ponctuelles. Et puis, donc, un enjeu important pour inscrire l'ESS dans la planification territoriale et urbaine, que ce soit au travers de SCOT ou de plans locaux d'urbanisme. Et là-dessus, donc, on a illustré par quelques exemples. Peut-être, Benjamin, si tu veux dire un mot de ce sujet, parce que une des premières participantes, qui est donc Nathalie Charline de Brest Métropole Océane, évoquait la question des SCOT et des PLU comme étant un des enjeux. Ah, effectivement, par rapport aux autres parties qu'on avait déjà en partie traitées dans la première édition, je pense à l'urbanisme transitoire, où le sujet est quand même plus mature, on a plus de retours d'expérience. La valorisation du patrimoine, elle est pas nouvelle. Pour le coup, l'ESS dans la planification territoriale publique, c'est un sujet qu'on avait moins traité. Jusque-là, qu'on retrouvait plutôt dans les documents de présentation, que ce soit au niveau du SRADET régional, des SCOT au niveau des bassins de vie ou même des PLU, PLUI. Et dans cette nouvelle édition, on l'a enrichi en trouvant, pas facilement, des exemples plus aboutis et qui vont plus dans le réglementaire, dans la mise en application de ces orientations qu'on trouvait de plus en plus dans les documents de présentation, et notamment avec l'exemple de la ville de Paris, qui au niveau du PLU est le plus abouti. Mais on donne également d'autres pistes, comme ça a été dit, pour les SCOT, au-delà des SRADET. Alors, la ville de Paris, parce qu'il nous a sorti. Alors, déjà, c'est l'exemple le plus abouti. Et puis, comme c'est pas une petite collectivité qui, a priori, est bien outillée, c'est quand même quelque chose qui doit pouvoir faire florès. C'est bien construit. Puisque Anne-Laure, tu disais qu'on s'était retenu de prendre que des exemples de la ville de Paris pour, par exemple, la mise à disposition de la valorisation du patrimoine. On n'a pas pris l'ancienne mairie du 1er arrondissement qui accueille des associations aujourd'hui. Mais pour le PLU, c'est quand même le cas. On
on a également trouvé d'autres exemples, que ce soit au Padduc. Alors, l'accord, c'est un peu particulier, c'est entre le SCOT et le SRADET, mais on a trouvé d'autres collectivités qui inscrivaient quand même l'ESS dans leur document de planification. Donc ça, c'est important et c'est quand même l'innovation par rapport aux autres éléments du guide qui étaient quand même sur pas que un bâtiment, voire des opérations des quartiers comme dans l'urbanisme transitoire. Là, on aborde de plein pied la politique publique d'aménagement et d'urbanisme, hein, puisque ça a été souvent dit dans les webinaires de présentation du sujet. Et je me rappelle notamment par Stéphane Pfeiffer, le trésorier du réseau, sur le droit à la ville pour l'ESS, donc un sujet hautement politique. Et donc ça, c'est quand même la partie plus nouvelle, pour notamment outiller les collectivités qui seraient encore en train de mettre à jour leurs documents suite aux ZAN, hein, puisque c'est quand même ça la nouveauté aussi par rapport à l'édition précédente. Donc l'idée, c'était d'outiller les différents niveaux de collectivités qui sont appelés à mettre à jour leurs documents. Alors on est sur des documents de temps long, donc on imagine aussi que c'est une partie qui devra intéresser d'actuels élus ou de postulants élus pour ce qu'ils pourront raconter de l'ESS au stade des municipales. Je fais un peu de teasing pour les prochaines échéances. Mais voilà, ça c'est une partie qui est plutôt nouvelle. On a trouvé des choses un peu originales et d'actualité pour appuyer l'ESS, pas que projet par projet, mais également dans le temps long, voire très long, de la programmation. Merci. Est-ce que peut-être il y a des remarques ou des questions ou des partages d'expériences avant de passer aux modalités pratiques et notamment aux questions de contractualisation, de mode de contractualisation? Ça retient ces questions. Bon, bah, écoutez, on va passer donc à la présentation rapide donc, de la dernière partie du repère. Sur donc qu'on a appelé donc modalités pratiques et outils de financement, qui comprend dans un premier temps un peu un zoom sur les possibilités d'intervention par niveau de collectivité. Donc on a essayé de détailler en fonction des compétences des collectivités quels étaient leurs moyens d'action. Et donc, en partant de l'aide à l'immobilier d'entreprise, qui est la modalité la plus identifiée, oui, pour soutenir l'accès au foncier des structures de l'ESS, donc qui est bien une compétence du bloc communal, et qui peut associer le département et la région. Et donc, on a à la fois des précisions un peu juridiques sur ce cadre et aussi des exemples de régions ou de départements qui ont pu mettre en place des régimes d'aide à l'immobilier d'entreprise complémentaires à celles du bloc communal. Et notamment avec un exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté qui a mis en place un régime d'aide à l'immobilier d'entreprise dans le cadre de ces fonds européens FEDER et FSE+, en partenariat avec l'ADEME, et qui nous semble vraiment un exemple intéressant de la façon dont une région peut appuyer les intercommunalités autour de ces enjeux, puisque pour 1 euro mis par la collectivité sur l'accès au foncier, la région met entre 1 et 10 euros selon le type de projet, avec un certain nombre de critères selon les thématiques et le type de projet. Donc ça, c'est l'aide à l'immobilier d'entreprise. On a également approfondi dans ce repère la garantie publique locale, parce que c'est un levier qui peut être qui est à disposition de tous les niveaux de collectivité qui peuvent se porter garant pour de l'accès au foncier. Et donc là aussi, on a illustré par quelques exemples et avec une référence à tous les textes juridiques qui peuvent fonder cette garantie publique locale. Bonjour. Bonjour.
Alors, j'en Est-ce que profite pour vous... signaler, puisqu'Anne-Laure précisait, et ça a été montré sur la cartographie, qu'on a une vingtaine d'initiatives qui sont présentées de manière plus poussée. Au demeurant, les exemples que tu citais complètent ce panorama. Donc, c'est probablement quelques dizaines de plus d'initiatives qui sont prises en exemple pour appuyer les différents sujets. Donc, une vingtaine qui sont traitées en une page, une page, une à deux pages, de manière plus développée, mais bien plus de cas, en fait, pour venir appuyer la faisabilité de tout ça et aussi pour identifier des territoires que vous pouvez solliciter, hein, puisque le pair à pair, c'est la plus-value du réseau, pour voir comment ça a été, comment ça a été fait. Je crois qu'il y avait une question. Madame Seguin, est-ce que vous vouliez intervenir? Non, pas forcément, parce que je vois que votre micro est allumé. Est-ce que sur la question des compétences, de la garantie publique locale, est-ce que, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pu mobiliser au sein de votre collectivité? Donc, sur les possibilités d'intervention par niveau de collectivité, donc on a également quelques illustrations sur les liens avec les compétences de la collectivité qui peut fonder une intervention de la collectivité, par exemple en milieu rural pour les départements, par exemple dans le domaine de la formation pour les régions, qui peut aider aux investissements immobiliers des centres de formation des apprentis. Voilà, donc un zoom sur ce sujet et avec en préalable l'importance de connaître les besoins des acteurs et des acteurs de l'ESS notamment et les opportunités foncières et avec la présentation de quelques outils comme France Foncier Plus, qui est un outil qui est développé par le CEREMA et la Banque des Territoires et qui recense l'offre de foncier économique disponible sur toute la France. Voilà, qui est un outil qui nous semble intéressant, et DevEco, qui est un outil proposé par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, à destination des développeurs économiques, et qui est un outil qui avait été, qui était un outil au début centré sur les entreprises, enfin l'existence des entreprises, et qui depuis 6 mois a été enrichi d'un volet autour de l'immobilier des locaux professionnels. Donc, c'est des outils qui sont à disposition des collectivités sur ce sujet. Et puis, donc, avec également quelques illustrations, notamment du Pays de Grâce sur des façons de faire. Il faut, hein. Là, franchement. Alors, on a sur les partenaires financiers, mais alors là, je pense que vous n'apprendrez pas grand-chose. On a repéré un certain nombre de partenaires financiers sur ces sujets, bien sûr. Côté État, avec la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation de soutien à l'investissement local, le fonds vert, en sachant que voilà, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Ouais. Et puis les acteurs comme, oh là, on a oublié de remettre la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires, qui sont des acteurs majeurs pour le montage de projets financiers. Alors, ils apparaissent bien dans le guide, hein. Oui, oui, dans le guide, ils sont bien. Voilà. L'ANRU, bien sûr, pour les quartiers politiques de la ville, la NCT, l'ADEME, les fonds européens, des fondations et autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis un outil qui est bien fait, qui est l'outil donc Aide-Territoire, et qui recense plus de 60 programmes nationaux et plus de 4000 aides, avec un moteur de recherche qui est vraiment pas mal en fonction des types de projets et qui est accessible à la fois aux collectivités et aux acteurs. Et qui recense vraiment beaucoup d'aides, de financement possibles, d'appels à projets, qui il me semble n'est pas encore assez connu aujourd'hui, mais qui est vraiment un outil intéressant sur la recherche de financement. Et
La dernière partie, pardon, partie, le guide se termine à la fois sur les approches juridiques, des modalités de contractualisation, et puis sur le rôle des foncières. Et là, Benjamin, peut-être sur la Oui, effectivement, sur l'approche juridique. Alors, ce qui me permet aussi de dire qu'est-ce qu'on ne trouvera pas, qu'est-ce qu'on a choisi de ne pas traiter dans ce guide pour qu'il ait une taille supportable, parce que sinon on pourrait beaucoup en parler. Mais du coup, on s'est concentré sur les modes de mise à disposition du foncier, ce qui fait que dans le guide, d'une manière générale, on ne traite pas la cession ou la vente du foncier public. Parfois à la marge parce qu'on a des jurisprudences communes, mais on a choisi de ne pas aborder ce sujet-là, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible, on le traitera probablement par ailleurs, mais on a quand même constaté une volonté, et notamment dans le cadre du ZAN, des collectivités quand même de garder la main durablement sur leur foncier. Donc il y avait plutôt une demande des collectivités adhérentes de se renseigner sur comment le mettre à disposition, quitte à le faire durablement, de long terme, mais pas de se dépouiller. Donc, on ne couvre pas tellement ce sujet-là. D'autre part, dans les modes de contractualisation pour la mise à disposition, on ne traite pas dans ce guide du foncier agricole. Alors, on a quelques exemples en territoires ruraux agricoles sur des bâtiments patrimoniaux notamment, mais on ne traite pas du foncier à vocation agricole, c'est-à-dire qui sert à cultiver. Qui sera traité en fait par le RTES plutôt dans le cadre de Tresson et qui fera l'objet d'une prochaine réponse en foire aux questions. Donc c'est bien adressé par le réseau, mais pas l'objet de ce guide-là. De la même façon, on ne traite pas, parce que c'est du droit commun et que ça aurait pris une partie conséquente du guide, de ce qui peut se passer en amont pour obtenir ce foncier qui peut être mis à disposition. Donc, je pense à tous les mécanismes de préemption ou voire d'expropriation, parce que ce n'est pas exclu non plus pour servir le SS derrière, mais en tout cas, on n'a pas traité ces volets-là. Il n'est pas exclu qu'on en traite par ailleurs, mais c'est un choix de ne pas le traiter dans le guide. Et enfin, on n'a pas traité en termes de mise à disposition un aspect parce qu'on n'a pas trouvé d'exemple. Et vous le savez, le RTES s'attache, c'est pour ça que je valorisais les nombreux exemples qui sont bien plus que 20, à illustrer. On n'a pas trouvé d'exemple de cas d'apport associatif d'immeubles par une collectivité à une association, ce qui serait a priori possible. Donc, on a des notes juridiques sous le coude qui font l'objet d'une autre publication, mais on n'a pas souhaité les exploiter là dans le guide parce qu'on n'avait pas d'illustration. Or, c'est quand même un aspect qui est apprécié et qui nous est souvent remonté. Mais on traite quand même de manière presque enfin en tout cas qui aspire à une forme d'exhaustivité, l'ensemble des modes de conventionnement possibles entre la collectivité, voire entre un bailleur public qui est rattaché et un acteur de l'ESS. Et ce qui est singulier par rapport à d'autres ressources que vous pourrez trouver et qui sont également qualitatives et auxquelles on participe également, je pense aux travaux des CRES par exemple, on fait bien la part des choses entre ce qui relève du domaine public et ce qui relève du domaine privé des collectivités, puisque c'est malheureusement un aspect qui est déterminant et qui est très mal appréhendé par les ressources conçues plutôt par les acteurs ESS, et on le comprend, parce que c'est pas natif de leur sujet. Et voilà, on aborde ça et on tâche d'intégrer les jurisprudences les plus récentes, quelques-unes de 2022 voire 2024, ce qui tranche aussi avec un certain nombre de publications et a fortiori la publication du RTES lui-même de 2019 qui forcément n'incluait pas ça. Je pense également à une nouveauté qui était teasée dans la première édition et dans pas mal de webinaires d'annonces qui est autour du bail réel solidaire d'activité, donc le BRSA qui a enfin vu ses décrets d'application publiés en cours d'année, donc qui sont en partie évoqués au guide. Mais pour lesquels on n'a pas encore trouvé d'illustration. Donc, si là, on vous n'a pas avez d'illustration. une illustration du bail réel solidaire d'activité sur votre territoire,
On est vraiment très preneur, donc il y a en fait une peu transposition du bail réel solidaire des organismes fonciers solidaires, donc basé sur le principe de distinction entre la propriété du bâtiment et la propriété du sol, qui est ouverte aujourd'hui aux locaux d'activité. On n'a pas encore trouvé d'illustration. Il y a une question, Benjamin, de Marie Fischer de Nantes Métropole sur le BECUS, le bail commercial d'utilité sociale. Est-ce qu'on le traite et la possibilité pour une collectivité de l'utiliser? Est-ce qu'on parle du BECUS? Ben voyons, bien sûr qu'on parle du BECUS. Alors, même si je le disais, pour le choix de ne pas évoquer l'apport associatif, on évoque quand même le BECUS, même si on n'a techniquement pas d'exemple d'une collectivité en propre qui l'a utilisé. Au demeurant, l'analyse juridique qu'on en fait pose pas de difficulté, puisque le BECUS, en fait, est une novation, une invention qui, en fait, s'appuie juridiquement sur des formes de baux plus traditionnelles. Et là, on ne manque pas d'exemple de collectivité. Donc, une Donc, il peut y collectivité avoir une collectivité qui qui utilise le pourrait, et bail ça c'est commercial éprouvé, d'utilité un bail sociale. commercial, a priori pas de difficulté pour utiliser un bail commercial d'utilité sociale. Ça fait appel à quelques mécanismes puisque le côté utilité sociale permet aussi de justifier souvent d'une décote de loyer, donc ce qui peut être analysé comme une subvention, une aide indirecte. Et c'est pour ça aussi qu'on le traite, parce qu'on a toute une partie, en tout cas, le guide traite de ce sujet des aides indirectes, des décotes de loyer, etc. Et donc, à partir du moment où ce sujet-là était couvert juridiquement, il nous paraissait naturel d'envisager le BECUS, qui en fait est une espèce de package qui rend ça digeste de la jurisprudence sur les décotes de loyer et de la jurisprudence sur l'usage des baux commerciaux et autres par les collectivités. Donc, le BECUS est traité, même si on n'a pas d'exemple concret de collectivité qui le fait. Pour autant, on a d'ores et déjà des exemples de bailleurs sociaux qui le font, sachant que la jurisprudence qui concerne les collectivités comme l'État sur les aides indirectes est la même, et d'ailleurs a été faite sur le dos d'un bailleur parapublic. Donc, a priori, pas de difficulté. Le BECUS est bien traité. Voilà. Et une autre question sur les régimes d'aide. Est-ce qu'on a expliqué les modalités d'exemption Alors, de caractère aide d'État des soutiens financiers de la collectivité? on ne va pas jusqu'à explorer les différents régimes d'exemption. Pour autant, on fait un rappel qui est beaucoup plus fondamental. Alors, je disais, on se nourrit des jurisprudences récentes, mais également du reste de la doctrine, et je pense notamment des réponses ministérielles qui ont pu être publiées notamment depuis la précédente édition de 2019. Et donc, on revient quand même sur le fait que toutes les aides peuvent s'articuler, notamment avec les régimes d'exemption par catégorie, donc les fameux RGEC, que vous connaissez bien en termes d'aide d'État, mais également peuvent pour certaines s'articuler avec d'autres modes de compatibilité d'aide. Je pense notamment au service d'intérêt économique général, et là je renvoie aux différents travaux du RTS sur le SIEG, mais avec une illustration, avec la friche Voilà. La Belle de Mai qui a mobilisé un SIEG pour l'aide. Avec une illustration sur le SIEG, on donne également une illustration sur les RGEC, puisque là, on a non seulement la réponse ministérielle sur laquelle on s'appuie, mais également un cas d'espèce, c'est le cas d'ICOS à Bordeaux, où, donc dans la réponse ministérielle, il était précisé que les aides à l'immobilier d'entreprise, donc celles qui sont si bien codifiées dans le Code général des collectivités territoriales, voire peut-être même trop bien codifiées, puisque si on s'en tient au Code, on pourrait penser que ça ne peut s'articuler en termes de droit européen qu'avec le RGEC, ZFR, donc zone à finalité régionale, et PME, et on reprend les éléments de doctrine qui viennent préciser que les aides à l'immobilier d'entreprise peuvent s'articuler avec tout type de régime d'exemption, et le cas de l'ICOS à Bordeaux est intéressant puisque là ça ne s'articule pas avec du ZFR ou du PME, ça s'articule avec le RGEC infrastructure locale. Puisqu'on est vraiment sur un équipement stratégique pour la métropole. Et donc, c'est un exemple de RGEC distinct, et qui me semble d'ailleurs, on aurait pu prendre d'autres RGEC, mais celui-ci nous paraissait quand même particulièrement inspirant, infrastructure locale, parce que ça correspond quand même à la conception qu'ont un certain nombre de collectivités de gros projets de SS qui soutiennent. Bon, je vois Charles Reveillard qui hoche la tête. On n'a pas dit trop de bêtises? Non, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup.
Non, ça correspond à ce que vous faites. Enfin, en tout cas, voilà, s'il y a Ouais, ouais. besoin d'infos complémentaires, Charles pourra sans problème orienter vers ou les services juridiques ou répondre directement. Il y a une Avec grand question plaisir. de Lamia Chouf qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, alors ma question, elle date de... Enfin, c'était pour rebondir en fait sur un exemple que vous aviez donné parce que vous parliez du fait qu'une commune loue un espace donc à une entreprise ESS et vous disiez que cet exemple bah, ne sera pas présent dans votre livret, mais que vous aviez des fiches là-dessus. Alors, autant pour moi, je clarifie. On évoque la mise à disposition d'espaces à des associations, que ce soit en location, en autre forme de mise à disposition, que ce soit notamment de manière onéreuse, à tarif avantageux ou même gracieusement. Tout ça est évoqué. Le mode de conventionnement qu'on a choisi de ne pas évoquer dans le guide et qu'on évoquera probablement ailleurs une fois qu'on aura trouvé un exemple pour l'illustrer, ou à défaut d'exemple, ben, ça suscitera des exemples de votre part. C'est le cas spécifique de l'apport associatif. Donc, c'est spécifique aux formes associatives qui permettent de faire des apports. Alors, ça peut être un apport en numéraire, ou un apport de meubles. Je peux confier un ordinateur à une association. Mais il se trouve que légalement, ça pourrait aussi être un immeuble. Ça se pratique dans le privé. Rien n'empêche a priori une collectivité publique de le faire avec un immeuble, donc d'apporter un immeuble à une association. Le cas échéant, Et avec qui est donc comptabilisé et qui est donc comptabilisé par l'association comme Ce n'est pas simplement une mise voilà. à disposition d'un immeuble, mais c'est bien. C'est un peu le parallèle serait plus avec par exemple le fait de faire un apport d'un immeuble à une société d'économie mixte ou à un bailleur social, si ce n'est que l'apport associatif, on va probablement mettre une durée, peut-être que ce ne sera pas un apport de l'immeuble, mais un apport d'usufruit limité à 30 ans. Voilà. En tout cas, ces hypothèses-là, a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne sont pas légaux, mais on serait quand même plus à l'aise à avoir un exemple pour l'illustrer avant de publier, sinon on publiera si on ne trouve pas. Mais cet aspect-là, pour le coup, n'est pas dans le guide. Alors, on a la documentation qu'on se garde sous le coude, mais on choisit de ne pas le mettre parce que justement, on n'avait pas d'exemple vers lesquels vous auriez pu vous tourner pour adresser la collectivité et demander, tiens, comment est-ce qu'elle a fait le modèle, etc., comme vous savez si bien le faire. Et dans le repère, on a sinon un récapitulatif des différents types de baux et de mise à disposition des collectivités qui va du bail de mise à disposition à la cession ou au bail emphytéotique administratif. Donc, on a repéré une dizaine, 10-12 types de baux et en détaillant pour chacun ses caractéristiques principales, ses avantages, ses inconvénients, aussi bien côté collectivité que côté acteur. Et ça me permet de rappeler qu'on a donc développé, avec l'arrivée de Benjamin, une foire aux questions, une FAQ. Donc, s'il y a des questions plus précises sur telle ou telle dimension qui ne seraient pas abordées ou abordées simplement à la marge, par exemple dans le guide, n'hésitez pas à nous envoyer votre question juridique et pour qu'on puisse vous apporter une réponse et qui ensuite est diffusée auprès de l'ensemble des collectivités adhérentes. En tout cas, la FAQ permet de creuser certains aspects qu'on n'aurait pas complètement abordés dans le guide. Bien sûr, la FAQ n'est pas du tout limitée aux questions de foncier, hein. C'est surtout tout sujet concernant les liens entre une collectivité et des structures de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Le dernier chapitre sur Oui, sur le rôle des foncières publiques, parapubliques et solidaires. Alors, le rôle des foncières publiques et parapubliques n'est pas fondamentalement nouveau, puisque en fait, c'est bien souvent les bailleurs sociaux rattachés aux collectivités, également les SEM patrimoniales qui sont bien présentes. On a quand même une dynamique depuis la précédente édition du côté du public parapublic qui sont les foncières de redynamisation territoriale où on en voit certaines qui ont inscrit, enfin qui sont dotées un peu
d'un mandat ou d'une vocation ESS. Alors, c'est pas non plus, donc même si c'est pas de ce côté-là que c'est le plus nouveau, ça a quand même un peu été enrichi, comme d'ailleurs le reste du guide. Non, ce qui a été développé, c'est plutôt rendre compte du développement récent des foncières solidaires. Elles étaient également évoquées dans la précédente édition, mais le phénomène était quand même plus évanescent. C'était la création de Village Vivant. Le guide précédent, c'était vraiment au tout début de Village Vivant. Et entre-temps, Village Vivant, dont il est encore question, comme Plateau Urbain, donc des acteurs historiques qui étaient déjà question, on a actualisé pour rendre compte de leur développement, mais on a également inclus d'autres acteurs et rendu compte d'une dynamique, pour le coup, qui est sensible, c'est celle de l'implication de collectivités territoriales, donc vous-même, dans l'émergence d'un nouveau type de foncière solidaire, donc privée, mais du coup territorialisée. Même si on évoque des pistes, après c'est encore des fonciers, enfin c'est des projets qui sont pas tous aboutis, donc alors, est-ce qu'il faudra attendre une énième édition? Non, parce qu'on va forcément suivre le sujet. Voilà, on documente quand même cette dynamique, même s'il n'y a pas encore de foncière solidaire territoriale en vitesse de croisière aboutie, voilà. On tâche quand même de rendre compte de cette actualité parce qu'elle dénote quand même d'une implication, d'une volonté forte de vos collectivités. Donc, vous ne pouvez pas passer ça sous silence, même si c'est un sujet qui doit encore être... on aura encore des retours d'expérience à vous partager là-dessus. Mais voilà un peu ce qu'on en dit des foncières publiques, parapubliques et solidaires, qu'on a traité cette fois, qu'on a décidé de traiter dans un bloc commun, parce que il faudrait pas, puisqu'on a des effets de mode et pas d'empilement en fait, de phénomènes, et on souhaitait quand même insister sur la complémentarité et l'articulation opportune entre ces différents types de foncières publiques, parapubliques et solidaires, et surtout pas donner l'impression qu'elles étaient alternatives ou opposées, entre guillemets, les unes aux autres. Et donc là, on les traite, on a choisi de les traiter dans une même grande partie, mais on a quand même un traitement singulier de chacune. Mais voilà, pour plus illustrer que c'est pas parce qu'il y a une émergence plus récente des foncières solidaires qu'il ne faut pas ignorer l'atout encore des foncières publiques et parapubliques qui demeure l'outil le plus impactant pour les collectivités, même si on voit d'un très bon œil les foncières solidaires, qui sont quand même plus souvent un outil d'empowerment des acteurs de l'ESS avec le soutien de la collectivité, alors que les foncières publiques sont vraiment un bras armé des collectivités. Voilà, un petit peu plus là-dessus. Merci beaucoup. Et donc, sur cette partie, un certain nombre d'illustrations. On a parlé de ICOS à Bordeaux, de éthique, bien sûr, la foncière, des foncières historiques nationales de Village Vivant, de nouveaux locaux en Hauts-de-France, qui est une foncière plus récente, créée par des associations plutôt autour des services à la personne qui développe ses activités aujourd'hui, de la renouée de la cycle Arban, donc plutôt en territoire rural, et puis de la politique de pleine commune dans ce domaine. Donc vous trouverez ces illustrations sur le repère. Et puis voilà, déjà sur les prochains rendez-vous, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que, voilà, il nous reste une dizaine de minutes, donc on est dans les temps. Est-ce que vous avez des remarques? Et puis, peut-être aussi de voir comment, enfin, est-ce que vous souhaitez qu'on poursuive le travail autour du foncier et sur quelle dimension? Puisque donc on a cette publication qui, voilà, est une étape importante par rapport à la capitalisation du travail qui a été fait. Voilà, comment est-ce que vous voyez un peu la poursuite du travail, hein. Vous pouvez bien sûr commander le repère et pourquoi pas proposer de l'envoyer à des partenaires avec lesquels vous pouvez travailler, enfin, que ce soit des partenaires bancaires ou autres, ou bien sûr de l'ESS. Alors, il y a une remarque d'Étienne Dupuis d'Est Ensemble.
dont l'appel à la manifestation d'intérêt Tempo est présent dans le guide, sur le village du réemploi, la Venelle, qui va bientôt voir le jour à Montreuil. Un modèle assez similaire au village du réemploi à Bordeaux. Ah, ben, très bonne nouvelle. N'hésitez pas, enfin, vous le savez, mais aussi à nous envoyer des informations sur vos actualités qu'on peut relayer sur le site du RTES dans notre newsletter donc mensuel qui est envoyé à plus de 6000 adresses et dans notre flash hebdo qui est destiné aux collectivités adhérentes. C'est toujours intéressant, je pense, pour d'avoir ce type d'informations dans la communication du RTES. Et puis, ben, voilà, peut-être qu'on pourra aller voir prochainement le village du réemploi à Montreuil et bien sûr ICOS à Bordeaux. Le foncier agricole. Comme Alors, on le disait, on a fait le choix de ne pas le traiter parce qu'on a un régime juridique très particulier sur le foncier agricole. Comme je disais, on traite quand même d'initiatives en milieu rural et notamment en lien avec de l'agricole, mais on est plutôt sur du bâti. Mais comme je le disais, le foncier agricole va être traité et d'ores et déjà traité, même si ça ne fait pas encore l'objet d'une publication. Mais on est en train d'aboutir là des travaux là-dessus et c'est en cours de comité de rédaction, on va dire. Incessamment sous peu, dans les jours, semaines à venir, nous publierons, notamment dans le cadre de la FAQ, donc des éléments de réponse, notamment étayés juridiquement, sur les différents modes des modes de mise à disposition du foncier agricole propriété publique locale. Donc ce sujet sera complètement adressé, mais comme il était très spécifique, on ne l'a pas traité dans ce guide-là. Est-ce que Ça peut Catherine poser- Seguin, pardon, est-ce que vous avez une question spécifique par rapport au foncier agricole, par rapport à, c'est autour de la mise à disposition par une collectivité de foncier ou c'est par rapport aux structures qui peuvent accompagner ces projets? Je ne sais pas, Catherine, si vous avez une question en tête plus précise par rapport au foncier agricole, hein. Mais bon, en tout cas, la prochaine FAQ portera sur la possibilité par une collectivité de mise à disposition de foncier agricole. agricole. Mais n'hésitez pas, Catherine, à nous transmettre quand même votre question par mail. Si jamais ça peut donner lieu à compléter ou changer un peu l'angle rédactionnel de notre réponse, c'est toujours le moment et encore le bon. Tu disais, Anne-Laure, que c'est une ressource. Elle a mis le message dans le. Pardon, Benjamin. Catherine a mis le message dans le chat. Ah, ok. Elle est pas... Alors, on voit pourrait-on aborder le foncier agricole, mais après, il n'y a pas de... Quelle question plus précise? Je ne le vois pas. Pas dans le chat. Mais du coup, comme disait Anne-Laure, cette ressource, elle s'adresse aux collectivités. J'insistais aussi sur le fait qu'on a essayé de prendre en compte des considérations propres aux acteurs publics locaux qui sont malheureusement, et c'est assez normal, pas assez traités par les ressources analogues qui émanent plutôt des acteurs qui de l'immobilier, qui de l'ESS. Je parlais de la domanialité publique, etc. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut savoir que la partie pratique est également rédigée pour être également accessible aux partenaires de l'ESS. Autant on a identifié qu'il y avait un besoin de monter en compétence des acteurs, enfin des agents, des élus du côté collectivité qui s'occupe de l'ESS et du coup accessoirement de l'immobilier. Autant on a vu que cette montée en compétence, elle était également appelée de leurs voeux et de nos voeux par du côté des acteurs ESS et de leur tête de réseau. Donc n'hésitez pas à partager cette ressource également avec vos acteurs de ESS, avec vos réseaux ESS du territoire. L'idée, c'est que ça leur permet aussi de se mettre à niveau et d'avoir une forme
d'empathie, de compréhension mutuelle lorsque on est à la table des négos et qu'on va discuter du mode de conventionnement, c'est bien si vous-même, mais l'acteur ESS aussi, est au fait de ce qui est légalement possible de faire ou comment est-ce qu'on peut juridiquement faire au mieux ce qu'ils peuvent avoir en tête ou ce que vous pouvez avoir en tête. Donc n'hésitez pas quand vous êtes en discussion pour aboutir sur des projets immobiliers avec des acteurs ESS, à leur faire passer aussi cette ressource-là afin de monter en gamme dans vos échanges, quoi. Et de Ok. mieux prévenir les contrôles de légalité éventuels. Merci Catherine pour votre complément. Preneuse de conseil. Il y a effectivement un acteur côté ESS important sur la question du foncier, c'est bien sûr Terre de Liens, qui peut être une ressource intéressante pour les collectivités. Et il y a aussi un acteur important, et c'est pour ça enfin, vraiment spécifique à ces sujets, c'est les SAFER, hein, qui ont un rôle important par rapport à à la maîtrise du foncier agricole. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a. Mais on aura des très prochainement éléments sur le sujet. Eh bien, écoutez, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des idées donc pour voilà, enfin des façons, enfin comment est-ce qu'on poursuit ou non le travail autour de cette question de l'accès au foncier. Oui, juste par rapport au foncier agricole, je pense que en plus de la SAFER, il y a peut-être d'autres exemples qui sont des cellules foncières que peuvent monter aussi des villes comme des métropoles et qui permet justement d'essayer d'obtenir ce foncier agricole et qui peut aussi fournir une alimentation durable et bio. Donc, je me permets d'intervenir parce qu'il y a des modèles comme ça qu'on peut essayer de mettre en place qui sont difficiles à mettre en place, mais ça marche en mettant en place aussi un dialogue qui peut devenir constructive avec la Chambre d'agriculture. Donc il faut absolument essayer, quand on voit que la SAFER ne bouge pas assez, de mettre en place en parallèle des choses très simples qui sont des cellules foncières agricoles. Voilà, c'est un exemple, entre autres. Merci beaucoup. Si vous avez une illustration de ce type de cellules foncières mises en place à l'échelle d'un territoire, on est vraiment très preneur dans le cas du projet Tresson parce que c'est un des axes sur faciliter l'accès au foncier. Voilà, donc on est preneur de ce type d'illustration, donc n'hésitez pas à nous envoyer des éléments, même si c'est très rapide, un contact au moins, pour qu'on puisse creuser le sujet. Merci Nathalie. S'il n'y a pas d'autres. Ok. Je pense qu'on peut vous remercier parce que c'était une présentation très complète et très dynamique. Merci à vous deux. Merci à chacun, chacune d'être là. Vous avez là les prochains rendez-vous du RTES sous les yeux. Alors, il faut savoir que dans tous les rendez-vous du RTES, on parle foncier, hein. Comme on l'a dit, ça fait partie des fonctions support, en tout cas des sujets support et des leviers et des enjeux qui sont un peu voilà, au quotidien pour nous les élus et les agents ou agentes sur ce sujet-là. Donc, vous avez le prochain, le 6 mars. Donc là, on sera avec le Club des collectivités pour l'économie sociale et solidaire en Grand Est, donc sur l'économie sociale et solidaire dans les QPV. Les clubs de collectivités, il faut savoir que vous en avez certainement chez vous. L'idée, c'est qu'on travaille avec les CRES locales, le RTES, donc on est bien là, acteurs de l'ESS et collectivités, et qu'on essaye d'avoir, j'allais dire, un club souvent régional, hein, il y en a plusieurs, et on met à l'agenda voilà, nos sujets, et là, en l'occurrence, sur le Grand Est, ils avaient envie de parler des QPV.
On a aussi le club des collectivités pour l'Île-de-France, donc c'est le même schéma. Là, au mois de mars, donc là, ce sera plutôt sur alimentation durable et économie sociale et solidaire. Et puis, on a un sujet aussi qui peut vous intéresser si vous êtes intéressé aussi sur les questions de foncier agricole, notamment celles qui l'ont porté. On a un gros travail qui est réalisé qui s'appelle Tresson. Je le fais court et vite parce qu'il est déjà 31. C'est l'économie sociale et solidaire en milieu rural. Un gros boulot qui est fait par le RTES et un certain nombre d'acteurs sur ce sujet-là. Et puis, vous avez également à noter le 1er juillet l'Assemblée générale du RTES dans vos agendas. Pourquoi on note ça? Parce qu'évidemment, c'est un moment important pour la vie du réseau, mais c'est aussi des moments où on va pouvoir vous proposer des visites apprenantes, des sujets à travailler ensemble, à échanger. Donc, ça peut être intéressant de le noter dès maintenant dans votre agenda pour pouvoir y participer. Voilà, c'était l'instant pub du RTES. Je vous remercie en tout cas, un grand bravo à l'équipe qui a travaillé sur ce repère. Vous n'avez plus qu'à le commander, à le diffuser, à l'user et puis aussi à nous faire des retours en disant mais là, vous avez oublié de parler de ça et dans mon territoire, j'ai ceci, etc. N'hésitez pas à nous alimenter. Nous-mêmes, nous alimenterons les sites et les différents moments de discussion. On peut parler de vos expériences, on doit parler de vos expériences, c'est le rôle du RTES. Voilà, mesdames, messieurs, il est 14h32, on rend l'antenne. Un grand merci. Merci à vous et n'hésitez pas sur les forums, la FAQ, Benjamin est à votre disposition pour répondre aux questions. Bonne journée.